Correction, sujet CNC TSI 2024, génie mécanique, système de mémorisation tridimensionnel. Vous pouvez télécharger le fichier du concours. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. On passe directement aux questions. Question numéro 2, sur le document réponse TF2, complétez la chaîne fonctionnelle à partir des données du diagramme de définition des blocs, figure 6. Alors voici la réponse. On a une chaîne d'information, une chaîne d'énergie. Donc pour la fonction acquérir, normalement on a une génératrice tachymétrique. Donc pour mesurer, donc qui permet de mesurer la vitesse de rotation des moteurs à courant continu. Donc ici il faut mettre ici vitesse de rotation des moteurs. Ensuite là il faut mettre des consignes d'utilisateur. Traiter interface de commande PC logiciel. Pour la fonction communiquer, écran PC, câble ainsi que le clavier. Et bien sûr ici vous recevez des images 3D. Le système vous donne des images 3D. Ensuite là c'est l'ordre bien sûr. Donc à partir de la chaîne d'information directement vers le distributeur. Là c'est la fonction modulée. Donc ici le distributeur est un hacheur ou bien 3 hacheurs. Donc on a une source d'alimentation réseau électrique. Donc à la sortie de la source, donc c'est une énergie électrique. Après modulation ou bien distribution, ça reste toujours une énergie électrique. Mais bien sûr le moteur permet de convertir cette énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Ensuite, la fonction transmettre, c'est un réducteur à engrenage et une vis à billes. Donc, pour la fonction agir, normalement c'est la fonction du système. Effectuer une image tridimensionnelle d'une pièce de grande taille. Donc, la matière d'œuvre à l'entrée, c'est une pièce non scannée et à la sortie, ça va être bien sûr une pièce scannée. Troisième question, réaliser le graphe de liaison avec les caractéristiques de chaque liaison, centre, axe, etc. du mécanisme représenté sur la figure 7. Donc le mécanisme est le suivant. Donc là c'est un système très simple, composé de 3 liaisons. Une liaison pivot glissant d'axe Z de centre A. Une liaison hélicoïdale de centre B et d'axe Z, ou bien de centre O, puisque O et P sont alignés. De même, une liaison pivot de même axe que la liaison hélicoïdale, c'est-à-dire d'axe OZ ou d'axe BZ. Là, on a le graphe de liaison, donc entre 0 et 1, c'est une liaison pivot glissant AZ, entre 1 et 3, une liaison hélicoïdale BZ, et entre 3 et 0, une liaison pivot d'axe OZ. Troisième question, réaliser le graphe de liaison avec leurs caractéristiques, centre, axe, etc. du mécanisme représenté sur la figure 7. Donc, pour la première liaison 3,0, c'est une liaison pivot d'axe OZ. Donc, une seule rotation suivant Z. Donc, une seule rotation suivant Z. Donc, V3 par rapport à 0, c'est 0, 0, oméga Z30, 0, 0, 0. Pour la liaison L1, 0, donc 1, 0, c'est une liaison pivot glissant d'axe AZ. Donc, rotation, translation suivant Z. Donc, rotation, translation suivant Z. Donc, oméga Z10, VZ10. Au point A dans la base X, Y, Z. De même ici, point O dans la base X, Y, Z. Et pour la troisième, donc L13, c'est une liaison hélicoïdale d'axe BZ. Donc rotation, translation suivant Z. Mais cette fois, la rotation et la translation sont conjuguées. Donc il y a une relation qui lie la rotation et la translation. Donc 0, 0, oméga Z13, 0, 0, VZ13, le point B dans la base X, Y, Z. Question numéro 5. Donnez la relation qui lie les paramètres cinématiques de la liaison 1,3. C'est ce que je viens de dire. Normalement, la rotation et la translation sont combinées, ou bien conjuguées dans une liaison hélicoïdale. Là, normalement ici, cette information représente le sens de rotation de 3 par rapport à 1. Donc, est-ce que ça tourne suivant plus Z ou bien moins Z? Donc, peu importe le sens, la relation restera la même. Donc, la relation ne dépend que
du sens de l'hélice. Alors le sens de l'hélice est donné. Alors ici, la vis 3 de pas d'hélice noté PV. Donc le pas c'est un pas à droite, donc le sens de l'hélice c'est à droite. Donc on va écrire la relation qui lie oméga à la rotation et la translation en tenant compte de cette information. Le pas est à droite. Le pas c'est PV, c'est noté PV. Donc dans une liaison éliquidale, la relation qui lie les paramètres cinématiques est la suivante. La translation V13 suivant Z est égale plus le pas sur 2pi oméga 13. Donc c'est un signe plus, pourquoi? Parce que l'hélice est à droite. Question 6. Sachant que oméga de 1 par rapport à 0 est égal à 0, déterminer la relation entre oméga 1, 3 et oméga 3, 0. Donc par composition de mouvement, on peut écrire oméga 1 par rapport à 0 est égal à oméga 1 par rapport à 3 plus oméga 3 par rapport à 0. Or, oméga 1 par rapport à 0 est égal à 0. Donc je peux déduire que oméga 3 par rapport à 0 est égal à oméga 30 porté par Z, d'après les données. Donc c'est oméga 30 porté par Z, et là c'est la liaison 3, 0, qui peut être exprimée aussi en fonction de θ.30 porté par Z. Alors, oméga 1 par rapport à 3, qui est égal à oméga 13 porté par Z, est égal à moins oméga 3 par rapport à 0, est égal à moins oméga 30 par rapport à Z, est égal à moins θ.30 porté par Z. Donc la relation est la suivante. Oméga 13 porté par Z est égal à moins oméga 30 porté par Z. Question 7. Par dérivation, calculer VB appartenant à 1 par rapport à 0. Donc c'est une question simple. Donc VB de 1 par rapport à 0 est égal à la dérivée de OP sur DT, donc dérivation de vecteur position. Mais surtout, il ne faut pas oublier que c'est une dérivation par rapport au temps, mais par rapport au repère 0. Donc je remplace OB par Z porté par Z sur DT par rapport à 0. Tout simplement, c'est Z point porté par Z. Question 8. Par composition des vecteurs vitesse, VB de 1 par rapport à 0, 1 par rapport à 3 et 3 par rapport à 0, détermine une relation qui lie oméga 30, la vitesse de rotation 3 par rapport à 0, à Z point. Z point, c'est la vitesse VB appartenant à 1 par rapport à 0 qu'on vient de calculer. Donc on sait que la composition de mouvement entre ces trois vecteurs vitesse est la suivante. VB de 1 par rapport à 0 est égal à VB de 1 par rapport à 3 plus VB de 3 par rapport à 0. Est égal à VB de 1 par rapport à 3, car VB de 3 par rapport à 0 est égal à 0. VB de 3 par rapport à 0 est égal à 0, car le mouvement de 3 par rapport à 0 est un mouvement de rotation. Donc, si on prend un point B supposé appartenant à 3, le point B ne changera pas sa position par rapport à 0. Donc, la pièce 3 tourne et ne translate pas. Donc, la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 0 est nulle. Or, VB de 1 par rapport à 3 est égal à V13 porté par Z. Normalement, c'est la liaison éliquidale. Donc, puisque c'est la liaison éliquidale, je peux écrire V13 en fonction de oméga 13. Donc, c'est le pas sur 2pi fois oméga 13 porté par Z. Or, on a déjà dit que oméga 13 peut être remplacé par moins oméga 30, puisque dans la question précédente, on a dit que oméga 13 porté par Z, c'est moins oméga 30 porté par Z. Donc là, je remplace oméga 13 par moins oméga 30, et j'obtiens le résultat suivant, moins le pas sur 2pi oméga 30 porté par Z, que je peux remplacer par Z point porté par Z, car VB de 1 par rapport à 3 est égal à VB de 1 par rapport à 0, et VB de 1 par rapport à 0, c'est Z point porté par Z. Donc là, VB de 1 par rapport à 0, c'est Z point porté par Z. Et VB de 1 par rapport à 3, c'est le pas sur 2pi oméga 13, qui est égal à moins le pas sur 2pi oméga 30. Donc là, on a trouvé une relation entre oméga 30 et Z point. Donc on peut projeter cette équation sur l'axe des Z. Et donc, ça va être Z point est égal à moins le pas sur 2pi oméga 30. Moins le pas sur 2pi fois oméga 30. Question 9. Calculer le rapport de réduction en valeur absolue. N est égal à oméga 30 sur oméga m. Oméga 30 étant la vitesse de rotation de la vis par rapport au bâti. Alors, le K est égal à oméga 30 sur oméga m.
est égal à moins 1 à la puissance nombre de contacts extérieurs, produit des Z menantes sur le produit des Z menées. Alors ici, on a un engrenage simple. Donc Z1, Z2, donc un seul contact extérieur. Donc c'est le rapport de nombre de dons de la roue menante, donc Z1, divisé par le nombre de dons de la roue menée Z2, bien sûr avec un sigma, puisque il y a une inversion de sens de rotation, puisque c'est un contact extérieur. Donc K est égal à oméga 30 sur oméga M est égal à moins Z1 sur Z2. Application numérique est égal à moins 10 sur 50. Donc est égal à moins 1 sur 5. En valeur absolue, ça va être K est égal à 1 sur 5. Question 10. Donnez l'expression de la vitesse de translation V en fonction de oméga M, N, oméga M vitesse du moteur, N, c'est-à-dire le rapport. Alors, j'ai changé la notation rapport, j'ai mis K. Donc ici, dans le sujet, c'est N. Alors, moi, j'ai choisi de remplacer N par K, par la constante K. Donc, N et PV. Alors, d'après la question 7, on a trouvé Z point est égal à moins le pas sur 2pi fois oméga 30. Alors, oméga 30 est la vitesse de sortie du réducteur à engrenage. Donc, je peux l'exprimer en fonction du rapport de réduction. Donc, oméga 30 est égal à K, ou bien dans le sujet c'est N, est égal à K fois oméga M, ou bien grand N fois oméga M. C'est la même chose. En plus, Z point, c'est la vitesse de translation V. Donc, je peux déduire que V est égal à moins le pas sur 2pi fois K fois oméga M. Puisque là, j'ai remplacé oméga 30 par K oméga M. Ou bien N oméga M d'après le sujet. Donc, je passe directement à la question 15. En appliquant le principe fondamental de la statique, étudier l'équilibre du bras 1 et écrire les équations scalaires qui en découlent. Donc là, on vous donne le graphe des actions mécaniques, bien schéma d'analyse. Donc, on encercle 1, donc on isole 1. Donc, si on isole 1 est soumise à l'action de 2 au point de contact I et à l'action de 2 au point de contact J et aussi à l'action F. Alors, 1 est en équilibre sous l'action de 3 torseurs. Donc, bilan des actions mécaniques extérieures à 1. Le torseur, si on applique le PFS, torseur de 1 bar sur 1 est égal à 0 est égal à T de 2 sur 1 point I, T de 2 sur 1 au point J, on va l'appeler T', et à T de la force F sur 1. Donc le tout égale à 0. Les trois torseurs sont donnés, donc le premier torseur T de 2 sur 1 au point I, donc on va le noter taux indice I de 2 sur 1, YI suivant Y plus ZI suivant Z pour la résultante, et 0 pour le mot, donc c'est un torseur glisseur au point I. Le torseur T', on va le noter taux indice J de 2 sur 1 au point J, donc c'est un glisseur au point J, de même composante, donc Y et Z, mais cette fois indice J. Et le troisième torseur, c'est également un glisseur au point B, donc moment nul, avec une composante moins F suivant Z. Donc on peut remarquer que le problème est plan suivant le plan YZ, ça veut dire que toutes les forces appartiennent au plan YZ, YZ, YZ et là c'est Z. Donc on aura deux équations de la résultante projetées sur Y et Z, une seule équation du moment projetée sur X. Donc si on commence par le théorème de la résultante statique projetée sur Y, on somme les composants suivants Y, donc YI plus YJ est égal à 0. Puisque ici on n'a pas de composant sur Y. Ensuite, terre S projeté sur Z, ZI plus ZJ moins F est égal à 0. Donc ça c'est le théorème de la résultante. Ensuite le théorème du moment, donc il faut écrire tous les moments au même point. On va écrire tous les moments au point I. Donc le premier torseur est déjà exprimé au point I. Donc le moment est nul au point I. Donc il faut transformer le deuxième torseur du point J vers le point I, ainsi que le troisième torseur. Donc il faut les écrire, ces deux-là, il faut les écrire au point I. Alors pour le deuxième torseur, si vous faites un changement de point, donc le moment bien sûr, la résultante reste la même, le moment va changer. Donc on peut utiliser la formule de champ de moment. Le moment au point I, que je cherche, est égal au moment au point J, est égal à 0, plus IJ vectoriel, la résultante.
Donc la distance IJ est donnée, c'est moins DY plus LZ, vectorielle, la résultante, YJ portée par Y plus ZJ portée par Z. Donc si vous faites le calcul, c'est-à-dire si vous calculez ce produit vectoriel, vous trouverez que le résultat, ou bien le moins porté par X, est égal à moins DZJ, moins LYJ, le tout porté par X. De même pour le troisième torseur, donc l'exponent au point B. Donc si on passe au point I, on va écrire que le moment au point I est égal au moment au point B nul, plus IB vectoriel F. Alors la distance IB est donnée, c'est E moins D sur 2 Y plus L sur 2 Z, le tout vectoriel moins FZ. Donc si vous calculez ce produit vectoriel, vous trouverez que le résultat final est porté par X est égal à moins E moins D sur 2, le tout fois F porté par X. Alors maintenant, je peux écrire le TMS en I, donc le théorème de moment statique en I, c'est la somme des moments projetés sur X, donc 0 moins D ZJ moins LYJ, moins E moins D sur 2 fois F, le tout égal à 0. Donc là, j'aurai les trois équations suivantes. TRS sur Y, c'est YI plus YJ est égal à 0. TRS sur Z, c'est ZI plus ZJ moins F est égal à 0. TMS en I, en projection sur X, c'est moins D ZJ moins LYJ moins E moins D sur 2F égale à 0. Question 16. À la limite de glissement en I et J, et en considérant le modèle de Coulomb, donnez la relation entre YI et ZI, c'est-à-dire au point I, et YJ et ZJ au point J. C'est-à-dire la relation entre la composante normale et la composante tangentielle au point I, la composante normale et la composante tangentielle au point J. Donc, d'après la loi de Coulomb, et à la limite de glissement au point I, on sait que T est égal à NF. F, c'est tangente phi, c'est le coefficient de frottement. C'est tangente l'angle de frottement. Donc, tangente phi, d'après le cours, est égal à T sur N. Donc, T est égal à Fn. Donc, alors là, il faut chercher d'abord Tn sur le schéma. Normalement, on a isolé 1. Donc, l'action de 2 sur 1 se dirige vers la matière de 1. Donc, au niveau de contact, point I, l'action de 2 sur 1 se dirige vers la matière de 1. Donc là, c'est une action inclinée, puisque c'est une action avec frottement. Donc, inclinée, le sens de l'inclinaison, bien sûr, est donné en fonction de l'action tangentielle T, puisque le glissement de 1 par rapport à 2 se fait vers le bas. Donc, T se dirige vers le haut. T est toujours opposé, d'après la loi de Coulomb, donc T est toujours opposé à la vitesse de glissement. Donc ici, l'action I2 sur 1 est inclinée dans l'angle phi, angle de frottement. Donc, l'action normale est parallèle à Y. Donc, l'action normale N, c'est YI. Et l'action tangentielle T est ZI. De même au point J, l'action se dirige vers la matière de 1, puisqu'on a isolé 1. Donc, l'action de 2 sur 1, c'est J de 1. La projection de J de 1 sur Z nous donne l'action tangentielle ZJ, opposée à la vitesse de glissement de 1 par rapport à 2, c'est-à-dire car le glissement de 1 se fait vers le bas. Et bien sûr, l'action normale se dirige aussi vers la matière, elle est perpendiculaire à l'action tangentielle. C'est N, ici c'est YJ. Donc, on peut écrire que tangente phi est égal à ZJ sur YJ. Et ici, tangente phi est égal à ZI sur YI. Donc, au point I, tangente phi est égal à F, c'est ZI sur YI. Donc, ZI est égal à F, YI. Et au point J, tangente phi est égal à ZJ sur YI. Donc, ZJ est égal à F, YJ. Donc, l'action tangentielle portée par Z, donc ça va être ZI. Et l'action normale est portée par Y, ça va être YI. Donc, j'aurai ZI est égal à F, YI. De même, au point J, ZJ est égal à F, YJ. Une remarque,
Il faut ajouter un signe moins puisque YJ est inférieur à 0 et le coefficient de frottement est toujours positif, ZJ toujours positif. Donc il faut ajouter un signe moins ici. Donc ZJ est égal à moins FYJ. Question 17. En exploitant les équations scalaires trouvées dans la question 15 et 16, donnez la relation entre les paramètres L, F et E. Donc c'est la remarque tout à l'heure, c'est-à-dire par hypothèse au point J, ZJ est égal à moins FYJ pour que les deux termes soient positifs. Et au point I, on garde la même formule. ZI est égal à FYI. Donc on a ici deux équations. On ajoute ces deux équations, trois équations obtenues à partir du principe fondamental de la statique, c'est-à-dire les deux équations TRS et l'équation TMS. Donc on aura les équations suivantes. Première équation TRS en projection sur Y. Deuxième équation TRS en projection sur Z. Troisième équation TMS en I en projection sur X. Plus l'une des deux équations, ZJ est égal à moins FYJ. Alors on peut prendre la quatrième équation et la multiplier fois D. Et ensuite, on retranche de cette équation l'équation 3. C'est pour annuler la composante ZJ. Donc dans ce cas, on peut avoir ici directement l'expression de la composante YJ. Donc D fois 4, ça veut dire que DZJ est égal à moins FD YJ. Alors 4 moins 3 nous donne YJ facteur de DF moins L, car ici DZJ moins DZJ c'est 0. Donc de ce côté-là, on aura un 0. 0 moins LYJ moins ce terme. Et de l'autre côté, on aura moins FYJ. Donc si on met moins FYJ à gauche, ça va être plus FYJ. Donc on aura moins LYJ plus FYJ. Donc YJ en facteur. FD moins L. Bien sûr ici, moins FYJ fois D. Faut pas oublier le D. Donc YJ DF moins L. Et là, ce terme, on va le mettre à droite. Donc ça va être égal F E moins D sur 2. Pourquoi? Parce que c'était avec un signe moins ici. Car on a dit que c'est moins 3, moins l'équation 3. Donc de l'autre côté, ça va être plus. Donc ça va être F E moins D sur 2. Alors comme ça, on peut obtenir l'expression de YJ. Donc YJ est égal FE moins D sur 2 sur DF moins L. Alors maintenant, ZJ. ZJ est égal à moins FYJ qu'on vient de calculer. Donc moins F et je remplace YJ ou bien je remplace moins YJ. Donc F fois moins YJ. Donc là, je peux permuter E et moins D sur 2. Donc je le multiplie fois moins 1. Donc ça va être F fois D sur 2 moins E. Donc F fois D sur 2 moins E sur DF moins L. Là, j'ai remplacé YJ par son expression. Maintenant, on prend l'équation 2. Donc, à partir de l'équation 2, je peux obtenir l'expression de ZI. Donc, ZI est égal à F moins ZJ. Et je remplace ZJ par son expression. Donc, F moins. Donc, là, c'est F D sur 2 moins E sur DF moins L. Je peux mettre DF moins L, donc dénominateur commun. Et là, on obtient l'expression suivante. Donc, FE plus FD sur 2 moins L sur DF moins L. Donc, ça, c'est ZI. Avec 1 et l'équation ZI est égale à FYI, c'est-à-dire la première équation. Et la deuxième équation de la loi de Coulomb, c'est-à-dire l'autre équation qu'on n'a pas utilisée. Donc, ZI est égal à FYI. Je peux déduire l'expression de YI. Donc, ZI, je vais la remplacer par son expression. Donc, ZI est égal à cette expression. Égal à F. Et là, le YI, je peux l'exprimer en fonction de YJ. Donc, YI est égal à moins YJ. Et YJ, on l'a déjà calculé. Donc, je vais prendre ce terme, mais bien sûr, je vais le multiplier fois moins 1. Donc, c'est égal à F. Et là,
je permute d sur 2 et e, donc d sur 2 moins e. Donc f d sur 2 moins e sur df moins l. On peut simplifier df moins l, On peut simplifier également f. Donc on aura fe plus fd sur 2 moins l est égal f d sur 2 moins e. Et là encore, on peut simplifier fd sur 2, Et là, on aura 2fe, d'un côté 2fe et de l'autre côté l. Donc 2fe est égal à l. Et là, je peux obtenir le résultat final. F est égal à L sur 2E. Donc là, c'est la relation qui lie L, E et F. Alors là, on passe à une autre question. Mais c'est une question qui ne figure pas dans le concours. C'est une autre méthode pour déterminer la relation entre L, F et E à partir de ce schéma. Donc sur le schéma ici, on voit les actions exercées sur la pièce numéro 1. Donc on a au point B l'action F, le glisseur F. Au point I, le glisseur de 2 sur 1 au point I et le glisseur au point J de 2 sur 1. La pièce 1 est en équilibre, ça veut dire que les trois directions des trois forces sont concurrentes en un point. Ici, ils sont concurrentes au point B. Et là, ici, on ajoute la distance E. Ici, c'est la valeur maximale. La valeur maximale qui permet de ne pas avoir un arc-boutement. C'est-à-dire que le système sera coincé ou bien la pièce 1 sera bloquée. C'est la limite de l'équilibre. Donc, si on dépasse cette valeur, on aura ce qu'on appelle un arc-boutement. C'est-à-dire que le système sera coincé ou bien la pièce 1 sera bloquée. Même si on augmente la force F, la pièce 1 restera toujours bloquée par rapport à la pièce 2. Donc blocage de système, si on dépasse, si le point d'application de F dépasse vers la droite la position B. La position B, c'est à une distance de E égale à E max par rapport à l'axe. Donc, si vous voulez que la pièce 1 glisse par rapport à la pièce 2, donc translate, il faut que la distance E soit strictement inférieure à la distance E max. Donc, pour éviter le blocage ou bien l'arc-boutement du système. Donc, la question est toujours la même, chercher la relation entre L, et F et E. Alors, à partir de ce schéma, on peut exprimer tangente phi de deux façons différentes, puisque ici, tangente phi, c'est l'angle entre... donc, je reprends le schéma précédent. Là, on a l'action normale. Point J, l'action normale, est portée par Y, l'action tangentielle, est portée par Z. Donc, l'angle phi est un angle entre la normale, entre l'action normale et J de 2 sur 1. Donc là, c'est phi. Donc, c'est le même angle ici. De même ici, phi est l'angle entre l'action normale, la direction de l'action normale, et l'action I de 2 sur 1. Donc on peut calculer tangente phi de deux façons différentes en utilisant le schéma. Donc si on commence par tangente phi ici, donc tangente phi est égal au côté opposé. Donc ici c'est la distance x sur le côté adjacent. Le côté adjacent c'est à partir de ce point jusqu'au point J. Donc c'est E plus la moitié du diamètre, plus d sur 2. Donc tangente phi est égal à x sur E plus d sur 2 est égal bien sûr au coefficient de frottement. De même, tangente phi pour le point I, tangente phi est égal à côté opposé y, c'est y, sur cette distance, c'est E moins d sur 2. Donc de la même façon, tangente phi est égal à y sur E moins d sur 2. Alors il y a une relation mathématique qui dit que si x sur E plus d sur 2 est égal à y sur E moins d sur 2, les deux expressions ici sont égales à tangente phi. Ces deux expressions sont égales aussi x plus y sur E plus d sur 2 plus E moins d sur 2 est égal aussi à tangente phi. Donc le coefficient de frottement f ou bien tangente phi est égal à la somme des numérateurs, donc x plus y, divisé par la somme des deux dénominateurs, E plus d sur 2 plus E moins d sur 2. Donc plus d sur 2 moins d sur 2 c'est 0, donc E plus E c'est 2E.
Donc f est égal à L, x plus y bien sûr sur le schéma c'est L, donc c'est L sur 2E. Là on a eu la même expression que tout à l'heure, c'est L sur 2E est égal à F. Question suivante, pour ne pas avoir un arc-boutement, l'arc-boutement je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire blocage du système, il faut que E soit toujours inférieur à cette valeur maximale, c'est-à-dire il faut que le point B il faut qu'il soit toujours à une position à gauche par rapport à cette position d'équilibre strict. En utilisant les données de l'annexe 1, calculer la valeur maximale de E et vérifier si l'exigence ID1 de 2 est respectée. Conclure. Alors sur l'annexe, l'exigence ID1 de 2 nous donne L est égal à 20, D est égal à 10, F est égal à 0,2 et aussi la distance E imposée par le constructeur est égale à 20. Donc application numérique, pour L est égal à 20 cm et F est égal à 0,2, E est égal à L sur 2F, donc L c'est 20, sur 2 fois F c'est 0,2 est égal à 50 cm. Donc la valeur maximale de E c'est 50 cm. L'exigence ID est respectée car E est égal à 20, inférieur à la valeur max. C'est-à-dire que le point B se trouve à une position à gauche, ici, à gauche, ça veut dire que il n'y aurait jamais de blocage de la pièce 1 par rapport à 2, puisqu'on n'a pas encore atteint la position équilibre, limite de l'équilibre. Donc là, on est à l'intérieur de la zone de non-blocage. Donc, puisque c'est inférieur, ça veut dire que l'exigence est respectée. Donc, conclusion, donc pas de blocage, pas d'arc-boutement. Je reprends les questions du concours. Donc, question 18, en considérant les données de l'exigence ID1 de 2, déjà vu, donc E égale à 20, L égale à 20, calculer F, comparer la valeur de F calculée, ici c'est calculer E accent, avec celle donnée par l'exigence ID 1, 2, 2, commentée. Alors si on fait le calcul, on a E égale à 20, L égale à 20, donc F est égal à 20 sur 2 fois 20, donc c'est 0,5. Le coefficient de frottement est égal à 0,5. Dans l'annexe, le coefficient de frottement est égal à 0,2. Le constructeur a choisi un F égal à 0,2 inférieur à 0,5. Ça veut dire un coefficient, ça veut dire un frottement inférieur. Donc puisque le coefficient de frottement est inférieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'avoir un blocage du système. On n'a pas encore atteint la position qui permet au système d'être bloqué. Donc 0,5 c'est la position équilibre strict ou bien limite de l'équilibre. 0,2 c'est une valeur inférieure, ça veut dire qu'il y aurait, puisque le frottement est inférieur et faible, donc faible frottement, ça veut dire que on peut avoir un glissement. Donc la valeur de F est suffisante pour ne pas avoir un arc-boutement blocage. Ou bien cette valeur permet, normalement on peut dire que cette valeur permet de ne pas avoir un blocage.